Gautran, je suis agroécologique de Flers. Et il y a une petite question qui m'a interpellé, c'est au niveau des champignons, parce que c'était quelque chose que j'ignorais. Et le problème, c'est que j'ai vu que les États-Unis utilisent de moins en moins de fongicides. Et que tous les fongicides qui sont utilisés, parce que Monsanto ne s'en contente pas, ils sont utilisés par l'Europe. Alors, j'ai bien compris que vous m'avez dit que les champignons étaient très importants pour l'équilibre. Le problème, c'est qu'on utilise énormément de pesticides fongicides. Bien sûr. Alors, les champignons sont très nécessaires dans les sols, très nécessaires en particulier dans les forêts. Vous savez, quand on donne un coup de pied dans un sol forestier, on voit ce feutrage blanc. Et c'est ce feutrage blanc qui sont justement les filaments des champignons. Le chapeau que l'on voit sortir au mois de septembre quand il fait humide et mouillé, c'est la forme de fructification du champignon. C'est sous le chapeau que se forment les spores. Mais le corps du champignon, ce n'est pas le chapeau, c'est ces innombrables filaments. Alors, on pourrait développer très longuement la question, mais il y a une idée passionnante dans cette histoire des rapports entre les champignons et les plantes. Il y a 630 millions d'années, le climat s'est fortement réchauffé et les mers ont reculé. Et c'est à ce moment-là que la vie est sortie de la mer pour conquérir les continents. Et on pense qu'il y avait deux catégories d'êtres vivants de la mer, végétaux qui sont sortis, c'était les algues vertes, pas les rouges, pas les brunes, les vertes, et naturellement des champignons. Et ils se sont trouvés en privation d'eau, naturellement. Et entre eux, une compétition s'est manifestée à qui prendrait plus d'eau. Et ça a été pénalisant pour les algues qui n'avaient pas un système de captage de l'eau aussi vaste que le champignon. Parce qu'un champignon, ça peut occuper des centaines de mètres carrés avec le filament qui rentre dans tous les sens. Et les racines pas, naturellement. Donc les racines souffraient. Et cette compétition a été sévère. Et à un moment donné, elle a basculé dans la coopération. Et on est passé de relations agressives et compétitives à des relations coopératives. C'est un des exemples très rares que l'on connaisse où la coopération a suivi la compétition. Et dans notre société, chers amis, c'est ce qui va se passer. Nous sommes dans des rapports hyper compétitifs à tous les niveaux, partout, vous le savez bien, mais il ne faut pas désespérer du fait que, comme le dit si merveilleusement mon ami Pierre Rabhi, nous passions peu à peu vers de la coopération. Et le fruit de la coopération, c'est la paix. Et le fruit de la compétition, c'est la guerre. Bonsoir Jean-Marie. Je n'ai pas entendu parler de traitement à base d'huile essentielle pour la lutte contre certains parasites. Et je ne savais pas si ça a été étudié et si ça ne viendrait pas très cher, ou est-ce que ça pourrait se limiter au moins pour les petits jardiniers qui utilisent pas mal de pesticides. Vous donnez la question à la réponse, c'est que les huiles essentielles sont des sécrétions des plantes
avec des rendements bas, évidemment, puisque c'est vraiment tout le sucre vivant de la plante qui se trouve dans son huile essentielle. Donc la manipulation de l'huile essentielle dans le domaine de l'horticulture, de l'agriculture et de l'horticulture se heurte à cette difficulté. Je ne nie pas un seul instant qu'elles auraient toute leur place, mais la question c'est à quel coût? À quel coût? Et c'est une question qui, à mes yeux, n'est pas facile à résoudre. Merci pour ce magnifique exposé, merci aux organisateurs. Je voulais souligner le fait qu'il y a une demande extraordinaire de produits bio de la part du consommateur, ça c'est très réconfortant. Mais je voulais aussi exposer le problème et la proposition de l'installation des jeunes agriculteurs. Il y a beaucoup de jeunes maintenant plus de jeunes qu'avant, qui veulent s'installer et ils ne trouvent pas de terre pour s'installer. Et il faut les aider. Et cela s'explique parce qu'au-dessous de 25 hectares, on n'est pas obligé de déclarer qu'on cède à une exploitation. Si bien que les gros agriculteurs veulent toujours augmenter leur surface. Je suis bien renseignée parce que je suis à la commission agricole. Et il faut absolument que chacun d'entre nous, quand on connaît un vieil agriculteur qui ne veut rien céder, il y en a, ils ne sont pas tous comme ça, ou qu'on connaît un agriculteur qui fait partie de certains syndicats puissants, eh bien, il faut absolument convaincre et aider pour qu'on puisse faire, alors maintenant, on dit de l'agroécologie ou de l'agroforesterie. Il y a des tas d'idées et de projets en route pour qu'on arrive à une conversion de cette agriculture intensive et de cet élevage intensif. On n'a pas parlé non plus du compost. Alors là, quand il y a des élevages industriels, il y a danger, parce que c'est lisier, c'est pas du compost, pour qu'une agriculture soit complètement durable, il faut qu'il y ait un équilibre entre le végétal et l'animal. Et là, ces lisiers, ce sont des poisons et ça tue même les vers de terre. Alors ça, il faut le dire, il faut répéter. Et actuellement, dans le Nord-Pas-de-Calais et Picardie, il y a un grand combat qui se fait contre ces élevages de 1000 vaches, 90 000 poules, 3 000 porcs, ça. Le 1000 vaches, ça va exactement à l'inverse de ce qu'on souhaite. Ben oui, évidemment. Évidemment. Alors, l'accès des jeunes à des terres agricoles quand ils veulent partir sur le bio, c'est évidemment un problème. J'étais ce matin avec un industriel qui veut développer du bio pour ses propres productions et qui se heurte à cette difficulté. Et c'est un de mes très bons amis, Jean-Pierre Nicolas, qui est président du Jardin du Monde, qui est une association qui fait un travail merveilleux en Afrique et en Amérique du Sud, qui s'est maintenant proposé à aussi aller dans le sens d'aider les jeunes à trouver du terrain agricole quand ils veulent aller en bio. C'est un rôle que je connais bien. Monsieur Peck, d'abord, bravo pour votre exposé qui était très pédagogique. Et pédagogique, on peut apprécier aussi au travers de vos émissions sur France Inter le samedi après-midi, donc dans CO2 Mon Amour, et également au travers de vos livres. Donc, bravo. Alors, moi, je suis jardinier amateur,
Et avec une vingtaine de collègues, on cultive des jardins communaux. Alors on essaie tous de se rapprocher de la culture bio, c'est pas toujours évident. Si vous prenez le cas des mauvaises herbes, ça on arrive à bout. Avec de l'huile de coude, la patience, ça peut marcher. Par contre, on a un problème, c'est le mildiou au niveau des pommes de terre et des tomates. Alors bon, il y en a qui font rien. Cette année, par exemple, ils ont eu un rendement de pommes de terre par rapport à l'année dernière divisé par 3. Ici, il n'y a tellement plus que des tomates, si on ne faisait rien, on n'avait rien. Alors certains traitent avec de la bouillie bordelaise, bon, en se disant que ça ne doit pas faire trop de mal à l'environnement. D'autres, bon, très peu, utilisent des produits systémiques qui, eux, sont bien, on pense, beaucoup plus dangereux pour la nature. Alors, est-ce que vous avez un filon à nous donner, une petite musique qui pourrait faire disparaître le mildiou? Ça nous arrangerait bien. Et je pense que c'est quand même un problème important, parce que c'est un problème pour nous, jardiniers, bien sûr. Mais au niveau des agriculteurs, je pense que pour eux, c'est très très grave, le mildiou. Et moi, j'aimerais savoir comment font les agriculteurs bio pour cultiver des pommes de terre. Alors, dans notre jardin, les tomates faisaient pitié. Cette année si humide, ce qui ne leur convient absolument pas du tout aux tomates, pas du tout. Elles ont besoin de montrer leurs joues rouges au soleil. Et quand elles n'ont pas de soleil, c'est un truc qui ne marche pas. Alors pour le mildiou, on n'a guère autre chose que la dite bouillie dont vous avez parlé à l'instant, mais ce qui est peut-être une consolation à plus long terme, c'est que mon ami Sternheimer est en train de travailler sur le mildiou de la vigne avec sa musique. Et il m'a dit il n'y a pas longtemps qu'il avait une musique qui avait l'air de marcher pour le mildiou et pour l'esclave en même temps. Alors je vous donnerai son numéro de téléphone, et puis comme le dieu Pan de l'Antiquité, matin et soir, vous irez jouer de la flûte à vos tomates. Ce que je n'ai pas fait pour les miennes, parce que je suis à mobilité réduite, dans le même état que les tomates. J'espère que c'est pas du pipeau. C'est du pipeau, oui. Monsieur Pelt, on parle beaucoup d'agriculture biologique, mais vous ne pensez pas aussi qu'il serait possible de développer d'autres techniques comme la permaculture ou comme la permaculture par exemple? Est-ce que vous pensez que c'est un système qui est viable à grande échelle? Je ne sais pas si c'est viable à grande échelle, mais c'est très séduisant comme système. C'est trop parce qu'on en a parlé toute la matinée. C'est vraiment le jour de la permaculture aujourd'hui. J'étais chez des gens que ça n'intéresse pas particulièrement. La permaculture, c'est en fait une agriculture biologique améliorée, sophistiquée, qui prend en considération vraiment tous les paramètres de l'écologie et de la biologie. Et je pense que ça a de l'avenir. Je pense que c'est une formule qui a de l'avenir, oui. C'est une formule où on n'est plus dans la lutte, mais où on est vraiment dans la... Tout à fait, oui. On est tout à fait alors dans ce que j'essaie de dire tout à l'heure sur les interactions positives entre tous les vivants, animaux aussi d'ailleurs, dans le milieu. Je comprends qu'on puisse se reconvertir au bio quand on a, par exemple, quand on est maraîcher ou viticulteur, quand on a une relativement petite surface. Mais en pratique, comment est-ce qu'on peut proposer ça à des immenses surfaces de monoculture, de blé, de betterave, des immenses vergers? En pratique, comment c'est possible de passer de la culture intensive et bourrée de produits chimiques au bio? Il faut du temps, madame. Ça ne se fait pas d'une année à l'autre. Hein. Il faut 3, 4 ans. 4 ans, d'habitude c'est 4 ans, pendant lesquels les paysans qui se lancent dans cette aventure
sont dans une situation intermédiaire et très difficile pour eux, si bien que pour les gens qui passent en bio, il faut avoir la plus grande admiration. Puis ensuite, on peut le dire entre nous, puisqu'on est entre nous, ils ne sont pas beaucoup aidés. Ils ne sont pas beaucoup aidés. C'est pas l'obsession du ministère de l'Agriculture. C'est pas ça. Donc, ils y vont soutenus par leurs convictions, soutenus par leurs collègues aussi qui leur tendent la main. Il y a beaucoup de solidarité entre les bio et ils ont souvent aussi beaucoup de difficultés avec des non-bio qui les suspectent de ne pas être des gens très sérieux. Donc c'est difficile à tout point de vue. C'est difficile moralement et c'est difficile professionnellement. Donc, moi j'ai beaucoup de respect pour eux. Sinon, je voulais vous demander quelque chose, parce que moi je vous ai connu parce que je vous ai vu au début dans les émissions L'Aventure des plantes. Et je voudrais savoir si ces émissions ont été éditées, si on peut les trouver. Vous les trouvez sur Internet, dans le site, au site de l'INA, INA, c'est l'Institut National de l'Audiovisuel. Elles y sont toutes les 26 et vous pouvez les télécharger si vous souhaitez les avoir pour vous. Vous pouvez en télécharger 1, 2, 3, 4, autant que vous en voulez, il y en a 26. Et vous le trouvez aussi en tapant sur mon nom, ça vous renvoie à l'INA également. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que dans les établissements d'enseignement agricole, ils enseignent l'agriculture biologique? Maintenant oui, et là on peut dire que ça a bien évolué. Ça a bien évolué depuis peu de temps. Il y a eu vraiment un basculement que j'ai ressenti quand on allait dans un lycée agricole pour parler du bio il y a une quinzaine d'années. On était un petit peu comme un spectacle d'une après-midi où c'était fini, mais maintenant non, et il y a je vois chez nous, il y en a 2 des lycées agricoles, ils ont des filières bio d'ailleurs, ils ont maintenant des filières bio de jeunes qui s'engagent dans cette direction, et pas seulement des jeunes, mais des gens qui veulent passer, comme l'a dit Madame tout à l'heure, du conventionnel au bio, et ils ont des formations pour adultes pour faire ce passage. Oui, pour illustrer un peu les propos de Madame, vous avez Jean-Paul Delisle, qui est agriculteur sur Brune-et-Bon, et qui est qui est entrepreneur agricole, qui est en train de se reconvertir dans l'agriculture biologique, pas entièrement, mais qui va passer 20 hectares de sa grosse ferme en agriculture bio, en carottes et pommes de terre. Donc il est en cours de conversion. Il donne des cours sur les Vauclaines au lycée agricole et il devra en donner à Anchin. Ça, c'est pas encore fait. Voilà. Sinon, je voulais aussi demander si le BRF, c'était un moyen d'amener les champignons à la terre. Le BRF, c'est quoi? BRF, bois raméal fragmenté. Ah, je connais pas. Alors, c'est lorsque l'on fait des coupes d'arbustes ou d'arbres, oui. On les broie et on les répand à même le sol. Oui. Donc il y a une fermentation, il y a aussi les champignons qui s'y développent. Et donc est-ce que ces champignons-là sont à même de devenir en symbiose avec les plantes? Oui, tous, oui, mais il y a 2 catégories de champignons. En fait, il y a ceux que nous appelons, nous, les champignons, ceux qui font des chapeaux. Oui, c'est ça. Et puis, alors ceux-là sont en relation essentiellement avec les arbres, et en particulier aussi beaucoup avec les conifères, comme les Amanitulus avec les conifères dans la taïga cigalienne et les Amanitulus partout. Et puis il y en a d'autres qui s'appellent les Glomerulicètes, il y en a 200 espèces, qui sont beaucoup d'enfants, qui ne sont jamais de chapeau, dont on parle jamais, mais on ne connaît pas l'existence, et qui eux entrent en relation avec pratiquement toutes les plantes. Ils sont beaucoup moins spécifiques. Ils ne sont pas seulement avec les plantes, ils sont avec toutes sortes de plantes, et c'est eux que j'utilisais, mon ami, pour obtenir des rendements importants
dans ces pépinières. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur Platt. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez annoncé, mais j'aimerais quand même amener des petites contradictions dans vos propos. Allez-y, allez-y. La première, c'est qu'il ne faut pas oublier quand même que nous sommes quelques milliards d'individus et qu'il faut tous les nourrir. Alors vous êtes, vous parlez gentiment de cette recette, et il y a beaucoup de monsieur qui parlent de cétonate, quand il arrive là avec 2 tiers cette année. Mais j'ai été surtout frappé dans votre développement sur les histoires de plantes qui acquièrent des résistances justement aux parasites ou à tous ces types d'animaux comme ça qui peuvent être gênants. Et si vous voulez, j'aimerais savoir votre idée, on n'a pas parlé de transgénique, ce soir, ça m'étonne. J'aimerais savoir, si vous voulez, si quand on fait acquérir à une plante une certaine résistance à un parasite, par exemple, est-ce que ça ne nous permettrait pas, justement comme nous sommes très nombreux, d'éviter la consommation de pesticides dans les champs, etc. Ça, c'est ma première question. Si vous voulez, deuxièmement, on parle énormément, vous donnez des tas de petites recettes, des oignons à côté des carottes, des machins, etc. Je m'explique, je ne suis pas du tout jardinier, j'achète mes carottes et mes oignons comme ça. Et si vous voulez, ça me paraît un petit peu disproportionné, si vous voulez, avec les résultats qu'on pourrait en attendre. Est-ce qu'il n'y a pas une recherche qui se fait vraiment sérieusement? Par exemple, ces résistances qui me paraissent très intéressantes, dans les champignons, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un institut de recherche? Est-ce qu'il n'y a pas des choses sur le plan national qui sont lancées, qui permettraient d'aller beaucoup plus, peut-être, vous me dites qu'il faut 4 ans, ça aller quand même beaucoup plus vite. Il faut se rappeler qu'encore maintenant, il y a des gens qui meurent de faim sur notre globe. Je vois trois thèmes dans ce que vous nous avez dit, cher ami. Vous avez évoqué la population du globe et la question est, est-ce qu'on peut nourrir tout ce monde-là avec, disons, avec ce que j'ai dit, en faisant comme j'ai dit. Alors, c'est pas moi qui vais vous répondre, c'est la FAO. Food and Agricultural Organization, c'est l'organisme des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le siège est à Rome. En 2007, il y a eu une grande conférence internationale qu'ils ont organisée avec les grands instituts agronomiques de la planète pour répondre à la question comment pourra-t-on nourrir les 9 à 10 milliards d'habitants de la Terre en 2050. Et la réponse était sidérante. On pourra les nourrir, tenez-vous bien, en bio, à 2 conditions. Première condition, c'est d'avoir des progrès en agronomie, avoir de bonnes pratiques agronomiques qu'on n'a pas toujours actuellement. Parce que c'est pas parce qu'on fait comme ça aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fait au mieux. Il y a tout le débat, on a parlé de la permaculture tout à l'heure, le débat faut-il labourer ou faut-il pas labourer, par exemple, voilà les questions qui se posent. Et la deuxième condition, c'est que dans certains cas, on pourra avoir recours à des molécules. Mais à ce moment-là, celles-là, pour le coup, comme elles ne sont pas nombreuses, devront être totalement sûres. Ça n'a pas été médiatisé en France du tout. Mais pas du tout. Ils ont rebeloté à Noël 2010. De nouveau, un grand colloque international, et ils ont redit exactement la même chose. Donc c'est intéressant de savoir ça. Et quand on dit des bonnes pratiques agricoles, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, ce que fait l'université Cornell de New York pour le riz. Ils ont une ferme expérimentale à Madagascar, et ils ont fait une grande découverte,
c'est que le riz a besoin de moins d'eau qu'on ne le croit. Et si on diminue les quantités d'eau dans la culture du riz, la productivité du riz est fortement augmentée. Bonne pratique agricole, c'est un exemple. Deuxième exemple, dans un bouquin que j'ai écrit sur les plantes avec M. Mazoyer, qui est professeur d'agronomie à l'Institut agronomique de Paris, il expliquait qu'il avait participé à la promotion en Extrême-Orient de la culture du riz dans des petits carrés de rizières, avec pas beaucoup d'eau, comme justement dit l'université Cornell, avec des élevages de crevettes. Quand le riz était à un certain stade, on met des crevettes, on a des crevettes plus du riz, et puis il y a le monticule autour qui retient l'eau. Sur le monticule, on plante des légumes. Sous ces légumes, on plante des arbres fruitiers, et on a un rendement très élevé pour des surfaces réduites. Voilà des pratiques agricoles qui sont des pratiques d'avenir. Deuxièmement, vous avez évoqué, sans tout à fait le dire, les OGM. Alors, on ne va pas commencer avec les OGM maintenant, c'est parce qu'on va les faire dodo, on est des vieillards séniles, vous voyez bien. Vous avez remarqué. Bon. Moi, j'étais, quand Corinne Lepage est devenue député européen, elle m'a filé la présidence du comité de recherche indépendant sur le génie génétique, le CRIGEN. Dans ce CRIGEN, nous avons demandé par tous les moyens possibles et imaginables que l'on fasse des études sur une éventuelle toxicité de certains OGM qu'on a administrés à des rats pendant 3 mois. Pendant 3 mois. S'il ne se passait rien, on disait pas de problème. Nous avons dit, comme les rats vivent 2 ans, on devrait pouvoir pousser davantage les études. Parce qu'en étudiant de très près les études menées pendant 3 mois, on détectait des paramètres biologiques qui étaient perturbés. Nous avons longtemps cru, cher ami, que nous obtiendrions satisfaction et que des organismes scientifiques, en agronomie en particulier, en France ou à l'étranger, dopés et encouragés par Bruxelles, entreprendraient des études sur l'effet des OGM pendant plus de 3 mois. Nous n'avons jamais obtenu satisfaction. Il n'y a pas eu moyen. Pourquoi? Parce que les lobbies sont d'une puissance extraordinaire. C'est là que je me suis rendu compte de la puissance inouïe des lobbies. Je me rappelle, j'étais dans le bureau d'un haut fonctionnaire à Bruxelles. Bon, il a fini par craquer. Il m'a dit, Monsieur Pell, on ne peut pas. Bon, j'avais compris pourquoi. On est passé. Et mon ami Serralini a dit, puis je sais comme ça, on les fera nous-mêmes. On a fait ces études. On a donné un maïs OGM pendant 2 ans à des rats, comparativement à un maïs non OGM, donné à des rats de la même souche pendant 2 ans aussi. Écoutez, excusez-moi, j'ai suivi l'étude au jour le jour. Je suis un scientifique, là pour le coup je suis dans mon métier. Je ne suis pas tout à fait un paysan, mais je connais bien les problèmes des paysans pour avoir beaucoup vécu avec eux. Les rats qui ont été nourris par les OGM sont morts avant les autres. Ah, c'est tout ce qu'on peut dire. Alors je ne vais pas dans le détail maintenant. Ils sont morts longtemps avant les autres, avec toute une série de pathologies. Alors on va dire immédiatement, mais écoutez, les gens qui mangent les OGM ne meurent pas. Si, ils meurent tous. Le tout est de savoir s'il y en a qui meurent à cause de ça. Ce qu'on ne sait pas, puisqu'il n'y a pas d'études épidémiologiques. Puisqu'on se garde bien d'étiqueter les OGM. Et comme ils ne sont pas étiquetés, on ne sait pas qui mange les OGM et qui mange autre chose.
Et comme on a toujours évité de faire des études épidémiologiques, on ne le sait pas non plus. Alors moi, je suis d'accord qu'on puisse poursuivre les recherches dans ce domaine-là, mais à condition d'échapper au lobby et d'avoir des études menées en toute indépendance scientifique. Quand mon ami Gilles-Éric a publié ses résultats dans la meilleure revue scientifique internationale Food and Drug Toxicology, cette étude a été publiée après avoir été examinée par les pairs, c'est-à-dire par des scientifiques de haut niveau qui voient avant l'impression les textes qui sont proposés à l'édition. Il n'y a pas eu d'objection, donc l'étude a été publiée. 6 mois plus tard, le patron de cette revue a été mis de côté et remplacé par un gars de Monsanto. Voilà. Eh bien ça, non. Je ne suis pas d'accord du tout. Je suis un scientifique, je suis indépendant, je suis libre, je n'ai jamais cédé à des lobbies, jamais de toute ma vie, jamais. On m'a fait des bons d'or de toutes sortes, j'ai toujours dit non. On m'a fait aussi, entre parenthèses, je vais vous poser la question de l'aventure des plantes, la série télévisée, les Américains sont venus m'acheter. C'est très drôle quand on vient vous acheter. Je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà. C'est bizarre, il y a des gens qui prennent rendez-vous, qui viennent dans votre bureau, et puis qui disent cher monsieur, nous avons examiné, c'était la plus grande chaîne de télévision publique américaine, la PBS, dont le siège est à Miami. Nous avons vu vos émissions, elles sont formidables. Elles ont un défaut. Petit moyen, comme vous êtes d'accord avec nous, comme tout ce qui sort de l'Europe. Mais si vous veniez chez nous en faire, vous auriez de gros moyens. Vous voyez, vous seriez logé. Alors ils sortent un album et ils vous montrent des villas, une plus belle que l'autre. Alors vous choisissez la villa qui vous plaît. Vous auriez un chauffeur, un jardinier, une femme de chambre, il y en avait 4, et un cuisinier. Il faut gagneriez 22 fois plus qu'à l'université de Metz. Bon, ben, je suis resté à Metz, hein. Je suis pas parti. Ils étaient tellement déçus, ils ont dit ça ne nous arrive jamais. J'ai dit tout arrive. Mais ils avaient l'air très malheureux. Et puis j'ai eu du chagrin. Alors je les ai invités à dîner le soir. Et c'est moi qui ai payé. Encore une question ? Alors, merci aussi beaucoup pour cet exposé, j'ai beaucoup apprécié. Alors, je suis carrément d'accord avec vos idées, etc. Mais moi, je suis jeune étudiant et c'est vrai que manger 5 produits bio par jour, c'est quand même un certain budget. Et je suis étudiant paysagiste et je remarque aussi qu'en faisant des projets, en essayant justement de promouvoir cette pensée-là de la nature et d'être plus avec coopération plutôt que contre, on remarque que très rapidement, il y a des démarches, il y a tout un système de financement, de machin, qui fait qu'on n'arrive pas vraiment à faire avancer les choses, qu'on est toujours en train de lutter. Et j'aimerais savoir si vous auriez des exemples où justement le bio n'est plus seulement un objet de marque ou un label, mais ça devient quelque chose de naturel. Et ce n'est pas quelque chose qui fait distinction, mais c'est quelque chose qui est là-dedans. Donc, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu devenu ça, le bio. Oui, mais ça changera. Ça changera parce qu'il y a des opinions publiques qui sont très demandeuses. Vous avez actuellement une pression pour du bio dans les magasins, les supermarchés, etc. C'est très regrettable que notre pays, qui est un grand pays agricole, est obligé d'importer la nourriture bio
d'autres pays, alors que nous devrions évidemment la produire nous-mêmes, ce serait plus logique, vous êtes bien d'accord avec moi, mais je ne suis pas, sur ce terrain-là, je ne suis pas complètement pessimiste, parce que je pense que la pression de l'opinion fera que petit à petit, ça basculera. Alors, il y a d'autres domaines de l'écologie où je suis moins optimiste. Par exemple, sur le réchauffement climatique, qui est un problème d'une gravité extrême, très, très, très grave. Si dans les 10 ans qui viennent, on n'a pas totalement maîtrisé les dégagements de gaz à effet de serre, eh bien, les enfants qui jouent dans les écoles aujourd'hui auront une vieillesse à laquelle il vaut mieux, cher ami, ne pas penser. Voilà, il y a des domaines où on est plus optimiste que dans d'autres. Bonsoir. Qu'en est-il réellement de la biodégradabilité du Roundup, par exemple, dans les sols? La biodégradabilité. La biodégradabilité, oui, il y a une assez rapide biodégradabilité pour le Roundup. Il y a des pesticides où c'est extrêmement lent. L'exemple de la lenteur la plus connue, c'est l'atrazine. Elle a été interdite en 2005. Et dans toutes les eaux de surface ou les eaux des nappes souterraines, vous en avez encore beaucoup. Et on estime qu'il faudra encore, je ne sais pas, 1 ou 2 décennies pour qu'elles disparaissent. Et malheureusement, alors c'est justement un des pesticides dont l'impact sur la santé est préoccupant. Donc c'est très variable. Le DDT a aussi une rémanence très lente. Il dure longtemps dans le sol. D'autres, c'est très court. Ça dépend des molécules. Je voudrais revenir sur un exemple que vous avez donné sur les riz. Il y avait un riz qui résistait très bien aux attaques et qui avait un faible rendement, et un autre qui avait un très bon rendement. Et vous nous avez expliqué qu'en croisant ces 2 riz, on obtenait un autre riz qui avait aussi un bon rendement. Est-ce que ce n'est pas là modifié génétiquement ces riz? C'est un croisement, il n'y a pas de modification génétique, c'est un croisement entre 2 variétés qui est étudié actuellement par Cornell. Cornell, c'est la plus grande université agronomique au monde, c'est à New York. Ce sont des jésuites, ils savent y faire. Regardez, le pape a réussi à gagner, en ce qui concerne les divorcés remariés, les jésuites, très doués. Très, très doués. Mais les Cornell sont très, très, très doués. Ils font une autre étude actuellement que je trouve absolument géniale. On a trouvé au Kazakhstan des pommiers sauvages qui ne ressemblent pas du tout aux pommiers qu'on a dans nos jardins, qui poussent dans tous les sens, un peu comme les arbres de la forêt tropicale, et qui donnent des pommes merveilleuses. Et ces pommes merveilleuses n'ont jamais de taches ni de talures. Or, le grand sujet d'inquiétude pour les marchands de fruits, c'est que s'il y a une tache sur une pomme, il faut la foutre à la poubelle. Parce qu'on veut une belle apparence. Le goût, c'est autre chose. Si c'est un goût de pomme, tant mieux pour vous. Si ça n'a pas de goût de pomme, tant pis. Eh bien, eux ont montré que ces pommes sont pratiquement résistantes à toutes les maladies classiques que l'on connaît chez les pommes, et ils sont en train de les lancer pour remplacer toutes ces pommes qu'on arrose 30 fois avant de les mettre sur le marché. Et ils sont actuellement sur cette étude-là aussi. Très intéressant. Il y a encore des questions? Merci. Oui, je veux peut-être... Juste une, je voudrais remercier le petit aparté sur les services Espaces Verts. C'est vrai qu'on a fait beaucoup d'efforts. On
on a avancé avec les ministères. Par contre, ce qui nous gêne dans l'utilisation des phytos, vous savez certainement, ce n'est pas les fongicides, ce n'est pas les insecticides, c'est les herbicides. Et si ici, il y a à peu près 99% de personnes convaincues, nous, ce qui nous gêne dans les mairies, ce sont les appels des gens, des concitoyens, pour venir arracher, traiter, surtout traiter. Et comment on peut faire pour sensibiliser encore plus que ce que vous avez fait, vous, depuis votre... Il faut du temps. Il faut du temps. Il m'a fallu à moi du temps pour être gentil avec les petites plantes qui poussent juste en face de mon bureau à travers le béton, qui font le plus grand souci à ma gouvernante qui veut désherber. Et je trouve qu'elles sont gentilles. Et puis, il y a des merdes, il y a des maisons. Je vis avec des maisons et des merdes. Et puis tous ces petits plantes qui sont là. Et à l'Institut d'écologie, le Bâtiment Concontière a répandu plein de rondes de partout. C'était une erreur de parcours. Il a demandé pardon, il a été pardonné, donc l'affaire est